Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Saloon, un peu spécial. On est en direct du festival de Locarno qui vit sa 72e édition du 7 au 17 août. Donc on est là depuis mercredi. On a vu quelques films, on va vous en parler. On va vous parler un petit peu aussi de l'ambiance du festival. Qu'est-ce qu'on vit ici à Locarno. C'est un plaisir de recevoir Sven Papo. Salut Sven. Salut Alex. Sven qu'on peut lire sur theapologistmag.com et puis sur cinéman.ch. Salut Thomas Gerber qui est à ma droite. Salut Thomas. Salut Alex. Thomas donc qu'on écoute sur Griffe et puis qu'on peut lire sur filmexposure.ch. Comment ça va déjà au bout de 3 jours du festival? On est vendredi. On enregistre le premier épisode spécial. Sven, bah, tout écoute, va bien? ça va pas mal là, on est bien, non? Ouais. On profite bien de ce magnifique soleil tessinois. Grosse le soleil est couché depuis un moment. Le soleil est couché, mais c'est pas grave. On profite de cette lumière. On est arrivé avec l'orage quand même, et puis là maintenant c'est canicule quoi. Ouais, donc en fait le temps, on transpire un peu, mais c'est la bonne transpiration. Le temps locarnais. Thomas, tu vis comment ce début de 72e édition du festival de Locarno? Pour l'instant bien, en douceur, mais on n'a pas vu encore grand chose, donc c'est un peu tôt pour faire un premier bilan du festival, mais les températures sont plus agréables que l'année passée. Ouais, et puis la bière est bonne aussi, il faut le dire. Trop bonne. On a vu quelques films. Il y a bien sûr les films de la Piazza Grande, il y a les films de la compétition, les films de cinéastes du présent. La semaine de la critique, on va vous parler un petit peu de tout ça. Déjà globalement pour le moment sur la qualité globale, on va dire, de ce qu'on a vu, puisque c'est l'édition en fait qui marque l'arrivée de Lily Instinct, la nouvelle directrice artistique. Oui, Lily Instinct, pardon, j'ai eu un doute d'un coup. Oui, qui remplace donc Carlo Chatrian à la direction artistique donc de programmation du Festival de films de Locarno. Est-ce que Thomas, on pourrait dire qu'il y a qu'on sent le changement en tout cas au niveau du programme et peut-être des premiers films qu'on a vus ou pas? Comme je te disais tout à l'heure, c'est un peu tôt pour se prononcer par rapport à la qualité de la programmation et même à la patte qu'elle va pouvoir imposer dans cette ligne de programmation. Par contre, on sent qu'elle a envie de renouveler un peu quand même la ligne de prog. Par exemple, elle a sélectionné des films en deuxième partie de soirée sur la Piazza Grande dans une nouvelle section qui s'appelle les Crazy Midnight, avec des films un peu plus subversifs, un peu plus osés, qui sont quand même projetés sur la vitrine du festival qu'est la Piazza Grande avec plusieurs milliers de spectateurs. Donc on a un peu le tout venant qui vient voir des films sur la Piazza et qui normalement se tape depuis des années des trucs assez conventionnels, des blockbusters, voire des comédies italiennes et suisses-allemandes assez gentils. Et des drames français. Et des trucs tout publics. Et là, ils se prennent des trucs peut-être un peu plus osés, un peu plus choquants que d'habitude en pleine face, quoi. Donc de ce côté-là, il y a quand même une volonté de rajeunir peut-être un peu le festival et de bousculer un peu les habitudes. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Sven? Et puis globalement aussi du type de film qu'on a l'habitude de trouver ici à Locarno. Et puis là, est-ce que la prog est alléchante pour toi? Alors c'est un vrai festival de Locarno, hein. C'est un festival dit intellectuel, donc un cinéma dit intellectuel. Donc pour l'instant la Piazza, moi j'ai vu pas mal de films de Piazza Grande, donc on reste mi-figue mi-raisin. Ouais. C'est bien ça. Donc pour l'instant, ouais c'est bien, ouais. Donc pour l'instant 2-3 bons films. Je reste plutôt positif pour le moment. Vous sentez la fatigue dans la voix de Sven, hein, quand même. Mais on sent, c'est début de festival, mais on est déjà fatigué. Donc, heureusement qu'on n'a pas l'odeur, parce qu'il y a les vapeurs aussi. Ah, les vapeurs, là, je peux te dire, là, il y a la condensation. Non, parce il faut le dire, en fait, on enchaîne les films. Hein, on enchaîne. On enchaîne dans toutes les catégories. Et puis surtout, donc, on va pour la plupart du temps en vision de presse. Donc, on voit les films, notamment de la Piazza Grande, en fait, qui sont projetés 24 heures à l'avance. Nous, on a souvent l'occasion de voir le film la veille. Voilà, de sa projection sur la Piazza Grande. D'avoir le temps d'apprendre à les pitcher, à les critiquer, exactement, etc. Et de savoir c'est quoi pas trop dire. dirigé ça, Thomas. Bon, j'espère que vous êtes chaud, les gars. Non, mais Sven a raison. Locarno, pour les gens qui sont pas habitués à ce festival, qui sont peut-être jamais venus, il faut savoir que c'est un festival qui se démarque par une touche un peu plus intellectualisante peut-être que d'autres grands festivals européens, avec une programmation cinéastes indépendants aussi. Pratiquement que des cinéastes indépendants, en tout cas en compétition officielle, c'est clair, et des cinéastes émergents aussi. Donc on a une programmation peut-être plus pointue, plus exigeante, parfois un peu plus branlette intellectuelle que ce qu'on peut avoir à Venise, à Berlin ou à Cannes, quoi. Plus abstrait.
Le programme de cette émission, on va parler surtout dans les grandes lignes de 4 films principaux, 2 de la Piazza Grande. Le premier, La fille au bracelet de Stéphane de Moustier avec Anaïs de Moustier, Roche Dizem, Chiara Mastroianni. Et puis ensuite, donc un film de procès et le film 7500 de Patrick Folhart, pardon, j'arrive même pas à relire mes notes, c'est fou, avec Joseph Gordon-Levitt qui joue donc un pilote d'avion. On vous parlera de la semaine de la critique avec l'excellent documentaire Adolescente de Sébastien Lifshitz, je vais y arriver. Et puis on va vous parler d'un film de la compétition, un film japonais qui nous a marqué, surtout Thomas en tout cas, A Girl Missing ou bien Yoko Gao. Voilà pour le programme. Par contre, le réalisateur japonais, il a pas le droit à ce qu'on cite son nom. Si, Quoi. bien sûr. Les bien Français, sûr. là, ça y va. Non, les Allemands sûr. aussi, même si je les écorche, mais les Mais Japonais, on abandonne. Non, le japonais, on n'abandonne pas du tout. Il s'appelle Kogi Fukada. Voilà, merci. Ça te fait plaisir, Pour lui, Thomas. surtout à lui, quoi. Tu es content, surtout à lui. J'espère qu'il nous écoute et qu'il comprend le français. Sacré Kogi. Donc on a commencé quand même le premier jour, mercredi, on est arrivé. On a vu donc La fille au bracelet, ce film projeté sur la Piazza Grande jeudi soir. Mais nous on l'a vu mercredi. Et puis précédé de ce film-là, ce drame français, un court-métrage un peu spécial, New Acid. Qui valait à lui seul la peine du déplacement jusqu'à Locarno, quoi. Avec des animaux sous acide, c'est nickel. Ça, Alors raconte-nous Sven, qu'est-ce que c'est ? c'est des animaux qui chattent comme s'ils s'envoyaient des messages par-ci par-là sous acide, donc sous drogue. Non mais Avec- les animaux sont pas sous drogue, rassure-nous. Non, bien sûr que non, mais c'est le. Ça reste à prouver, ça. Ouais, c'est vrai. Sait-on jamais. Peut-être qu'ils Donc- prennent de la drogue en cachette. Bon, bref, c'était nul. C'était non, mais nul, disons-le. c'était pas terrible. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut dire qu'il y a un filtre déjà Instagram qui nous fait bien comprendre que ces animaux sont sous LSD, ou en tout cas qu'on est censé l'être, et on voit apparaître à l'image les textos qui s'envoient. Ouais. Et en fait, tous les animaux vont réfléchir et Sur la vie. vont émettre leurs opinions sur ce que l'humanité leur renvoie comme image. Donc c'est un peu un portrait inversé des animaux, des hommes qui vont au zoo et qui se posent des questions sur les animaux qu'ils sont en train de voir. Là, on a l'impression que c'est des animaux qui réfléchissent à ce que c'est que l'humanité, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu nul. Ouais, c'est un peu tout Ouais. nul. Ouais, ça avait un Mais bon c'est un film, potentiel, mais c'est un peu c'est tout un nul. film d'installation de musée. En fait, Ouais, c'est un c'est film vrai. qui a été produit par le Film Kunsthaus de Mulhouse. expérimental. Et ça pue l'installation, quoi. Mais qu'est-ce que ça apporte ? Surtout Rien. qu'on se demande ce que ça a à faire juste Ouais. avant La fille au bracelet, Mais c'est- donc, qui est un film de procès qui suit en fait, qui est adapté d'un scénario argentin à la base. Stéphane de Moustier, pardon, avait repris ce scénario pour l'adapter en français. Et puis ici, donc un film de procès sur une jeune adolescente de 16 ans qui est accusée en fait du meurtre de sa meilleure amie. Et puis ensuite, on va suivre le procès 2 ans plus tard. Donc elle a 18 ans. On va le suivre du point de vue de sa famille et de ses amis. Dans sa famille, on a le père Roche Dizem, la mère Chiara Mastroianni, et on a Anaïs de Moustier qui joue l'avocate générale qui va défendre donc la morale de la société face au procès qui va se dérouler. C'est une bonne surprise, en tout cas, de commencer Locarno par ça. Je pense que ça nous a tous plu. Pourquoi, Sven ? Pourquoi ? Parce que voilà, l'atmosphère est ultra glaciale, ultra froide, très sec. Donc c'est particulièrement bien écrit. Beaucoup de finesse dans l'écriture. Il y a une sobriété dans la mise en scène. Ça va à l'essentiel en fait. Ce Ça film. va à l'essentiel. On se débarrasse un peu des médias. Il y a donc Acusada jouait beaucoup sur les médias. Donc c'est un film argentin. Donc le scénario est arrivé en même temps dans les mêmes mains. Oui. Donc par le même producteur. Donc de ce point de vue-là, l'Argentin utilise beaucoup les médias, et tandis que Stéphane de Moustier n'utilise pas les médias, il reste beaucoup plus dans l'atmosphère plus intimiste, dans le contexte plus intimiste et plus humain. Donc l'impact qu'a une telle situation, un tel événement. Donc là, on a plus de finesse dans l'écriture, on a plus de sobriété dans la mise en scène. Et puis surtout, on a l'adolescente jouée par une jeune actrice qui se révèle ici, qui s'appelle Melissa Gers, qui est assez hallucinante, et puis qui fait passer en fait toute l'ambiguïté de son personnage et tout le mystère à travers des émotions liées à son faciès, et puis tout passe là-dedans par l'image. C'est un film assez brillant et surtout très brillamment écrit, puisqu'il arrive à maintenir tout le long le doute sur la culpabilité ou non de cette adolescente, et puis sur le mystère qu'il réussit à conserver jusqu'au bout, Thomas. C'est ça qui en fait une très grande réussite pour moi, c'est-à-dire qu'un film de procès
qui adoptent le point de vue pas du tout de l'accusé, pas du tout de la victime, mais plutôt des personnes qui assistent au procès, voire carrément des jurés, où le spectateur est dans la peau d'un juré. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là qu'on ne voit presque pas les jurés pendant le film. La grande qualité de cette approche-là, c'est de nous laisser dans une ambiguïté totale jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'on doute du début jusqu'à la fin de la culpabilité de cette jeune fille. C'est un procès dans lequel il n'y a aucune preuve factuelle qui sera amenée pour attester de la culpabilité de cette gamine. Ce qui fait qu'il y a une thématique qui est très intéressante qui va être développée par Demoustier, c'est qu'est-ce qu'on fait dans un procès où il n'y a pas de preuves matérielles. Soit on ne condamne pas la jeune fille parce que rien ne nous permet objectivement de prouver sa culpabilité, soit on la condamne mais pour des raisons morales parce qu'effectivement elle a mené une vie débridée sexuellement et ça va donc poser des questions morales. Et puis on va se dire, elle a une bonne raison en fait, elle aurait eu un alibi de se venger parce qu'il faut savoir que cette jeune fille, quelques semaines avant le crime de sa meilleure amie, enfin le meurtre de sa meilleure amie, elle a été filmée par cette meilleure amie en train de faire une fellation au garçon que sa meilleure amie aimait, et cette vidéo se retrouve sur internet. Et donc la jeune fille va lui en vouloir à mort, bien sûr, parce qu'il y a une humiliation sexuelle, etc. Et donc il y a un alibi en béton pour accuser cette jeune fille d'avoir tué sa meilleure amie. Et là où le film est une grande réussite pour moi, non seulement c'est parce qu'il parvient à maintenir l'ambiguïté et le doute dans la tête du spectateur jusqu'à la fin, mais c'est aussi parce qu'il capte avec une grande justesse et une grande finesse la réalité de la vie sexuelle des adolescents d'aujourd'hui, que les parents, que les adultes ne comprennent plus. C'est-à-dire qu'on assiste à une jeune fille qui va dire oui, je lui ai fait une fellation et j'avais pas de sentiment pour lui, c'était comme ça, juste pour le plaisir. Ouais. Et ça remet en question la vision des adultes. Elle l'expose de but en blanc, ce qui perturbe tout le monde, ses parents les premiers qui découvrent un peu la vie sexuelle de cette fille. Et je trouve vraiment qu'il y a une grande justesse, une grande finesse dans cette manière d'exposer cette vie sexuelle, cette manière de consommer la sexualité complètement séparée des sentiments amoureux d'une jeunesse actuelle. Là, c'est donc une belle surprise, ce premier film sur la Piazza Grande qu'on a vu, La fille au bracelet de Stéphane Demoustier. Ça sort en février 2020 de chez nous. Et quand Sven dit que c'est sec, s'il ne faut pas y voir un reproche, une critique négative, c'est plutôt au sens où c'est très efficace en fait. Ça tortille pas du cul, c'est vraiment film de procès pratiquement intégralement filmé dans le tribunal. Et la tension ne retombe jamais. C'est ça. Extrêmement efficace, et puis ça met en exergue les rapports vraiment entre parents et enfants. Donc vraiment, comment connaître son enfant en fait en ne le connaissant pas, en étant pratiquement certain de comment il fonctionne, et en fait pas du tout, c'est totalement différent. C'est clair. Locarno, c'est aussi se laisser guider par ses envies, puisque on l'a dit, des cinéastes par ses souvent... envies, par les mauvaises idées d'Alexandre Caporal surtout. Alors non, attends. Mais que c'est les méchant. gars, venez, il y a un film, ça s'appelle Space Dog, c'est sur Leica qui est envoyé dans l'espace, ça va être fun. Ok, voilà, tout est parti de là. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Je replace le contexte. C'est vrai qu'à Locarno, souvent quand on ouvre le programme, on ne connaît pas la plupart des cinéastes qui présentent leurs films, qui sont souvent des premiers films aussi, notamment dans cette catégorie dont on parle maintenant, ces cinéastes du présent. Le film s'appelle Space Dog, c'est un film autrichien, et à la base, sur le synopsis, on s'était dit, ça raconte l'histoire entre fiction et documentaire du premier chien envoyé dans l'espace par les Russes, qui s'appelle Leica. Et plus que ça, l'idée vraiment intéressante et vraiment bandante du film, c'est qu'on a envoyé Leica dans l'espace. Ouais. Leica est mort très rapidement parce que on crève assez vite dans l'espace, surtout quand on est un chien. Et en fait, le fantôme de Leica retombe sur Terre et vient hanter les rues de Moscou. Et là, voilà. elle les hante carrément même. Et là, on est perdu. Et là, on est perdu. Et là, on se casse du film. Pas. Et là, il y a des chiens qui bouffent des chats et qui les lacèrent, qui les bouffent, que sais-je. Qui les croquent. Ça ne sert à rien. Qu'il les croque, on entend bien les os craquer. Donc en fait, on n'a pas vraiment tenu devant ce truc. On s'est dit. On a fait une demi-heure chacun, je pense. Ouais, on ne sait pas ce que le film veut raconter. Du coup, on s'est cassé. Mais ça arrive, ce genre de choses-là. C'est arrivé aussi dans les Crazy Midnights. On a vu Greener Grass, un film américain qui avait été présenté à Sundance et qui se retrouvait ici sur la Piazza Grande, donc en séance de minuit, qui devait faire une satire un petit peu absurde des banlieues américaines. Là aussi, Sven, on n'est pas resté très longtemps puisqu'il y avait une bonne idée de court-métrage à la base. C'était un court-métrage aussi, Greener Grass. Et là, ça a été adapté en long-métrage par ces deux actrices principales qui étaient déjà les réalisatrices du court. C'est ça, et qui ont réalisé là ce long-métrage. Mais là aussi, on n'a pas tenu très longtemps, Sven. Alors personnellement, j'ai pas vu le court-métrage. Je pensais que c'était une sorte de grosse satire des Desperate Housewives, une sorte de grosses critiques et de grosses diatribes des banlieusardes qui ont beaucoup de fric et qui se profitent en fait de leur vie, on va dire, aisée. Personnellement, il y avait 2-3 bonnes choses à partir de je dirais les 20 premières minutes. Les 20 premières minutes sont très bien. Assez absurde. On rit beaucoup sur
sur ces familles un peu friquées. Malheureusement, ça se casse très rapidement la gueule. Ouais, parce que le film tourne à vide en fait. Bah, c'est ça, tout le début avec cet humour absurde, avec ces adultes qui portent tous des appareils dentaires. En fait, le pitch de base, c'est une meuf avec son bébé à un match de sport et sa meilleure amie, ou en tout cas une de ses copines, regarde son bébé et lui dit il est super chou. Ouais. Et la meuf lui fait si tu veux, je te le donne quoi. Et donc elle lui donne son bébé. Et donc on a vraiment un humour absurde qui fonctionne sur début. moi les 10 premières minutes où les couples se mélangent, s'embrassent et après 10 minutes de French kiss filmés en ultra gros plan, ils sont là mais en fait on a interverti les maris et donc ça se remélange et ça se réembrasse en gros plan. Moi j'ai rigolé pendant bien 10 minutes, après 15 minutes je m'ennuie poliment et au final je me fais chier, en fait le film ne développe rien d'autre que cet humour absurde qui tourne à vide, donc on sait pas vraiment où ça amène. On s'est complètement barré de ce film, mais si jamais vous êtes intéressé à y jeter un œil, on me dit dans l'oreillette que le film sortira bientôt apparemment en direct ou DVD et Blu-ray en Suisse romande. Voilà. On a vu un autre film de la Piazza Grande avec Joseph Gordon-Levitt qui incarne un pilote qui subit une attaque terroriste d'islamistes radicaux, donc dans un avion le titre peut-être. Oui, le titre s'appelle 7500. Thomas, puisque le 7500 c'est le code d'alerte quand un cockpit se sent menacé et attaqué. Le cockpit se sent menacé, quoi. Quand le pilote c'est et le Quentin copilote. Dupieux, ça. Enfin, parce que je dis le cockpit puisque tout le film se passe dans le cockpit. Voilà, puisque c'est un huis clos réalisé par Patrick Follerath qui a été présenté donc sur la Piazza Grande et c'est un film concept finalement qui tient ses promesses. À mon humble avis, dans sa première demi-heure, trois quarts d'heure, qui est assez efficace, assez tendue. La mise en place est très bonne. Par contre, après, le film devient assez prévisible, vire dans le sentimentalisme et puis tire en longueur, alors que le film dure qu'1 heure et demie. Et s'il n'y avait pas Joseph Gordon-Levitt à la barre de ce film, enfin en tout cas à incarner ce rôle principal brillamment, eh bien je pense que le film n'aurait pas grand intérêt. D'ailleurs, on va pas le garder très longtemps en mémoire. Thomas. Oui, moi je suis encore beaucoup plus sévère que toi, c'est-à-dire qu'un film comme celui-ci qui n'arrive pas à créer une once de suspense, une once de tension ou d'atmosphère anxiogène, pour moi c'est un échec et à aucun moment j'ai ressenti que ce soit de l'anxiété, que ce soit du suspense, donc j'attendais que ça se passe en fait. Dès les premières minutes, on sent que le film est balisé, on nous expose une situation où le pilote, on comprend tout de suite qu'il a une relation avec une des hôtesses avec laquelle il a un gamin et on se dit voilà, il y a un enjeu émotionnel, ça va être un ressort dramatique au cours du film, ça ne manque pas. Et sur la deuxième partie, c'est pratiquement catastrophique parce qu'on a ces terroristes fragiles qui doutent au dernier moment, qui appellent leur maman au téléphone et qui pleurent, 18 qui sont ans, en larmes. Thomas, il a 18 ans, c'est normal, il sait pas ce qu'il fait. Il est embrigadé. Tu parlais de film sur le concept. papier, c'est intéressant. Je trouve pas. Je trouve qu'en plus le film est absolument prévisible dans sa manière d'exposer des gens qui montent dans l'avion et on se dit tiens, ça sera peut-être quand même pas tous les bronzés et tous les barbus qui vont être les terroristes et finalement si c'est le cas. Donc même là pas au tout niveau à fait, presque même dans sa manière de décrire la menace islamiste terroriste, ça n'a aucun intérêt. Joseph Gordon-Levitt est très bon comme d'habitude, donc c'est peut-être la seule chose qui a fait que je sois pas sorti du film. Tu parles de film concept, regardez plutôt le film danois de Guilty sorti l'année passée, qui lui aussi est un huis clos qui se passe intégralement dans les bureaux d'un standardiste de police qui répond à un appel au secours d'une femme qui est kidnappée dans une voiture, qui est un sommet de tension, un sommet de suspense, là où 7500 on n'arrive pas du tout à créer ça. Bon, pour moi, j'ai quand même ressenti un petit peu de tension au début, je trouvais ça assez efficace. Par contre, le gros problème, c'est qu'au-delà de ce concept de huis clos, Sven, il n'y a aucune vision de cinéaste, il n'y a aucun message, il n'y a aucun discours qui est développé. Finalement, le film ne raconte rien au lieu de juste essayer de nous proposer une fiction un petit peu tendue sur le terrorisme dans un avion. Qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte quoi ? Que les terroristes sont pas si méchants que ça, en fait. C'est ça. Donc, il y a du sentimentalisme à mort. On reste dans la salle. Pourquoi ? Parce qu'il y a Gordon-Levitt qui arrive à se faire l'auteur d'une très bonne performance. Maintenant, c'est vrai que c'est un huis clos qui est assez bien tenu. Je pense que je suis pas aussi dur que Thomas. Maintenant, à vrai dire, il y a deux, trois détails qui sont assez bons. Je pense qu'il arrive à... Il y a une grosse prévisibilité avec sa femme, sa fiancée, c'est sûr. la mère de son fils, donc T'es attaqué par une bête. attaqué par un insecte. Là, reprends-toi, Sven, tout va bien. Reprends-toi. Donc c'est très prévisible. Il y a beaucoup de prévisibilité. Maintenant, le problème, il vient de ces terroristes.
problème c'est terroriste, c'est qu'on n'y croit pas vraiment. Ouais. Il y a beaucoup de facilité, il y a beaucoup de raccourcis. Et je vais m'arrêter là. Bah d'accord, bah très bien Sven. On peut passer au prochain film que tu n'as pas encore vu mais que tu vas voir parce que Sven, c'est un immense coup de cœur pour moi, pour Thomas aussi. Laisse-moi répondre, c'est Adolescente. Oui, c'est le premier bien film de la Semaine de la Critique, puisque la Semaine de la Critique, il y a un comité de journalistes de cinéma suisses qui se réunissent pour sélectionner 8 documentaires qui sont présentés ici pendant une semaine à Locarno. Et à l'ouverture a été présenté Adolescente de Sébastien Lifshitz. Sébastien Lifshitz, on le connaît déjà, puisqu'il a reçu en fait le César du meilleur documentaire pour Les Invisibles. Et puis ici, il réalise en fait un tournage pendant 5 ans où il va suivre 2 adolescentes entre 13 et 18 ans, donc du passage d'enfant à adolescent et ensuite d'adolescent à l'âge adulte. C'est un film très poétique, assez mélancolique aussi, très drôle, il faut le dire, puisque ça nous rappelle vraiment les années collège, les années lycée, de manière assez brillante dans le conflit avec les parents, avec les professeurs, et puis l'évolution en fait de ces personnages. Il a une manière de filmer très très touchante, qui n'est jamais moqueuse sur ces 2 familles françaises. Et il y a aussi une opposition dans ces 2 personnages d'adolescentes qui sont assez différentes. Et finalement, ça nous dresse 2 portraits qui sont passionnants, qui sont émouvants. J'ai adoré, c'est vraiment un immense coup de cœur. Thomas, il me semble que tu partages cet avis parce qu'en plus, tu fais partie du comité de la Semaine de la Critique. Donc, tu as fait partie de ces journalistes qui ont sélectionné Adolescentes. Pourquoi c'était un coup de cœur pour toi ? Oui, c'est un coup de cœur à peu près pour les mêmes raisons que tu as évoquées, c'est-à-dire que moi c'est un film qui m'a beaucoup touché, que je trouve extrêmement bien construit, extrêmement bien monté aussi. Il y a des ellipses qui sont toujours surprenante, c'est-à-dire que quand une scène nous semble être clé et qu'elle est en train de se développer, et Lifshitz coupe et passe à autre chose. C'est un film qui m'a beaucoup rappelé en fait Boyhood de Richard Linklater, que j'adore, mais en version documentaire, dans sa manière de capter l'essentiel d'une vie qui est en train de se faire, mais par des petits riens. C'est-à-dire que c'est pas du tout le best-of de l'adolescence, et l'avancée avec du temps, quoi. Le passage du temps et des choses insignifiantes qui participent au quotidien et qui, juxtaposées les unes avec les autres, font des êtres qui sont en train de devenir adultes. Et c'est pas, comme je te disais, pas du tout un best-of de l'adolescence avec nos premières fois, mon premier baiser, ma première cuite, etc. Ouais. Mais on a certains moments importants de ses vies, mais on a Bien aussi sûr. des petits riens qui, au final, comptent beaucoup. Et comme tu le disais, c'est un film qui est jamais moqueur, alors qu'on a des situations qui sont extrêmement exposantes pour ces jeunes Et filles les et adolescents pour leur vivent famille. des vies très difficiles aussi. C'est ça. Des étapes très et dures. c'est là où on se rend compte que Lifshitz a eu énormément de chance de tomber sur des destins qui sont très très forts, avec des drames qui tombent, des vraies tuiles qui tombent sur ces personnages, et il les montre avec une finesse, avec une pudeur, avec un respect de ces Complet. personnages que je trouve vraiment brillant. Non, c'est vraiment un très grand documentaire à rattraper, Sven. Tu sais que j'ai pleuré comme une madeleine quand même. Alors je suis Ouais. direct. Il faut- Je suis. Il faut que tu J'en rattrapes suis. ça. Demain, il y est là. Voilà. j'y vais. Dans j'y vais, 6 là. heures, il est à la projection. Exactement. Ça fait Bon. mal là, de penser comme ça, là, ça fait mal. C'est ça. Dernier film qu'on va aborder, on va parler de la compétition à Locarno, qui n'est pas quand même, pour ma part en tout cas, la section la plus attrayante ici. Et puis, pour le coup, ça l'a confirmé avec ce film japonais, Yokogao, A Girl Missing, de Koji Fukada. C'est juste. Bravo. Ouais, Un sugus pour je l'ai bien dit. Alexandre. Un sugus pour moi, exactement. Un film que j'ai trouvé d'un ennui redoutable qui dresse en fait le portrait d'une femme qui va être accusée à tort de complicité d'un kidnapping d'une jeune adolescente. Thomas, toi par contre, tu as accroché tout de suite à ce film. Oui, moi c'est un film qui m'a beaucoup plu parce qu'il dresse un portrait de femme assez puissant qui va porter sur elle une culpabilité alors qu'elle n'a pas grand-chose à se reprocher, même si un micro-événement du passé fait que peut-être on peut douter de son incidence sur cet événement. Puisqu'elle connaît le kidnappeur en fait. Exactement, elle le connaît et elle a fait quelque chose qui a pu avoir une influence sur le développement de ce garçon. C'est un film dans lequel la justice, la police n'a aucune place, les hommes n'ont aucune place, et c'est un peu une tradition dans le cinéma de Fukada, c'est-à-dire que les hommes sont toujours absents de son cinéma. Et là, c'est un beau portrait de la culpabilité nippone, parce qu'on sait que les Japonais ont cette tendance à avoir une culpabilité exacerbée sur eux. Et voilà, moi ça m'a touché. Je trouve pas ça du tout long. Au contraire, il y a des plans qui sont superbes, notamment celui pendant lequel tu regardais ton téléphone portable, où j'ai dû te rappeler de regarder l'écran parce que c'était quand même un grand moment de cinéma. Mais non, oui, tu t'emmerdais. Ouais, Ouais. tu le montrais. Et je voulais dormir, mais j'ai pas réussi.
Ouais, quand même. Bah voilà. voilà. Honte à moi. Non, Honte c'est à moi. c'est un film qui m'a beaucoup rappelé La Chasse de Thomas Vinterberg dans son traitement de la culpabilité qu'on fait peser sur quelqu'un alors qu'il est irréprochable. Ouais. Rapidement, Sven, est-ce que tu partages l'avis de Thomas ou est-ce que, comme moi, tu n'as pas du tout croché au film? Parce que pendant 1 heure, quand même, il y a des dialogues assez interminables, une lenteur abyssale, quand même, du développement avant d'arriver à crocher C'est à faux, un c'est enjeu. faux parce que le film arrive quand même à créer de la dynamique en imbriquant 2 temporalités Oui, différentes, alors, avec c'est 2 vrai. étapes Oui. psychologiques Ok. de ce personnage qui évolue en fait dès le début du film. Oui. La couche de temporalité est bonne. Je te donne La couche de ce temporalité point, est Thomas. bonne, je dois Sven. avouer. C'est vrai que pour moi c'est un ennui. Je te rejoins, mon cher Alex. Maintenant, je peux pas mettre en même temps, je peux pas mettre sur le même un pied d'égalité La Chasse de Thomas Vinterberg, qui est pour moi un très bon film. C'est vrai que il y a 2-3 choses qui sont intéressantes. Si on prend par exemple, si on fait un petit parallèle, merci, avec la fille au bracelet. Il se fait tard, là, Sven. Oui, je suis désolé, je suis un peu fatigué. Là, les médias sont impliqués, les médias sont vraiment au centre des débats. Ils sont responsables. Exactement. Cette fausse rumeur qui est greffée à cette pauvre infirmière à domicile. Et le problème, c'est qu'ils jouent sur cette fausse rumeur. Et cette pauvre femme se retrouve complètement détruite par cette fausse rumeur. Mm. Et ça, pour moi, c'est son intérêt principal de ce film. Mais il faut attendre 1 heure pour s'en retrouver dedans. Ouais, c'est vrai, je suis assez d'accord. Voilà pour ce film qui a très peu de chances de sortir chez nous, comme la plupart des films en compétition. Sauf s'il gagne le Par Léopard. contre, il est en lice pour le Léopard d'Or. Non, mais même la plupart des Léopards d'Or, en On est à 20 25%, ans, mais bon, s'il en gagne. 20 ans, il n'y en a qu'un seul qui est sorti en salle en Suisse quand même. Ajoutons qu'il est quand même acheté par MK2. Bon, ok, peut-être. Avant qu'on se quitte, les gars, il y a pas mal de choses à venir. Il y a notamment Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Est-ce que vous avez une attente, que ce soit sur la Piazza Grande ou dans d'autres sélections? Est-ce que vous avez une attente particulière de ce programme de Locarno dans la semaine à venir, Thomas? Moi, j'ai 2 attentes particulières. C'est le nouveau film de Fabrice Duvels qui sera projeté sur la Piazza Grande. Adoration. Exactement. Et le nouveau film de Kiyoshi Kurosawa qui clôturera le festival Until the End of the World ou quelque chose comme ça. Until the End, je sais plus exactement le titre, mais que j'attends énormément. Sven, tu as une attente particulière, toi? Pour moi, Last Black Man in San Francisco de Talbot, et puis je Film en mettrai une compétition. Exactement, et une autre piècette pour le film en compétition de Basile Lacugna, au film Bifundo, si je ne m'abuse. D'accord. Pourquoi t'attends ça? Parce que film suisse, Basile Lacugna était son dernier film était en quinzaine des réalisateurs. C'est un réalisateur assez talentueux. Et Ok. à voir. Bon bah écoute, on verra si on aura l'occasion de reparler de ces films une fois qu'on les aura vus. Merci beaucoup Sven, Papo, on te retrouve bientôt. Merci à toi Alex. Merci Thomas Gerber d'avoir été avec nous, c'était un plaisir. Merci à toi. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode du Ciao. Saloon à Locarno très bientôt. La bise. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez bien entendu nous suivre sur tous les réseaux sociaux et sur Instagram en particulier pour suivre nos stories, nos aventures heure par heure ici au Festival de Locarno. C'est la 72e édition. On y est toute la semaine pour vous faire vivre ce festival de l'intérieur. Merci, au prochain épisode. Et puis bien sûr, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino aura un épisode spécial qui lui sera consacré. On ne vous dit rien pour l'instant, mais il y aura pas mal de choses à en dire. Voilà, merci, c'était le Saloon. Au prochain épisode, à bientôt, ciao.